Dans le contexte de l'extrême nord, nous devons revenir sur la situation de cohabitation intercommunautaire dans la région de l'extrême nord et pour chuter sur les défis actuels à relever par les Camerounais et surtout les jeunes que vous êtes, et puis vous parler un peu de ce que c'est la plateforme de dialogue pour la cohésion sociale dans la région de l'extrême nord, comment elle est née et depuis qu'est-ce qu'elle a fait avec l'appui financier du PNUD et du gouvernement japonais. Et en dernier lieu, mes attentes vis-à-vis de vous, les jeunes, et vis-à-vis de l'État ou des bailleurs de fonds. Et premièrement, mes enfants, parce que j'ai l'impression que je suis le plus âgé de la salle, je sais que Cheikh Oumar est là, mais je discute cette place-là avec lui. Alors, vous savez que la région du bassin du lac Tchad, l'extrême nord est incrusté entre le Nigeria et le Tchad. Et vous savez que depuis des années, par exemple depuis les années 70, au niveau du Nigeria, il y a eu beaucoup de conflits d'ordre politique, d'ordre confessionnel et d'ordre communautaire au niveau du Nigeria. Depuis 70 jusqu'à aujourd'hui, c'est presque 40 ans. Au niveau du Tchad, depuis les années 79, bien avant, il y a eu des conflits politiques nord-sud. Mais souvent, il y a des chercheurs qui viennent nous demander mais comment se fait-il que la région de l'extrême nord, qui partage de longues frontières avec le Nigeria et avec le Tchad, l'extrême nord qui a les mêmes compositions socio-culturelles de part et d'autre des frontières. Par exemple, quand vous prenez la frontière du Nigeria, vous avez des Kanouris de part et d'autre, vous avez des Mandars de part et d'autre, vous avez des Bornois de part et d'autre. Du côté du Tchad, il y a des Arabes, il y a des Kotoko, il y a des Mouskoun. Mais Dieu merci, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, malgré les situations que ces deux pays ont traversées, nous avons plus ou moins, je peux dire, plus la paix, on a vécu en paix. Alors, c'est pourquoi je vais revenir sur le contexte. Qu'est-ce qu'est l'expérience que nous avions eue pour que nous vivions en paix? C'est qu'avant même le conflit du Boko Haram dans la région de l'extrême nord, souvent on a fait la culture de la cohabitation. Vous savez que l'extrême nord, si on dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, je peux dire que la région de l'extrême nord est le Cameroun en miniature. Pourquoi? Parce que sur le plan confessionnel, vous allez trouver des catholiques, des protestants, des orthodoxes du côté des musulmans. Vous avez les Tidjanites, vous avez les sunnites, et vous avez des gens qui ont la religion traditionnelle. Peut-être que ce n'est pas en vogue dans la partie sud du pays. Il y a des gens qui ont leur religion traditionnelle, qui ne sont ni musulmans, ni chrétiens. Et vous savez que dans la région de l'extrême, sur le plan économique, vous savez que là où il y a l'agriculture, en même temps les activités pastorales, c'est des sources de conflits. Vous avez plusieurs ethnies dans la région de l'extrême nord qui vivent ensemble. Cela veut dire que s'il y a eu la paix jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi le résultat du travail des gens qui étaient là et qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Et sur ce plan, je dois saluer le travail, les efforts faits par les autorités depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les efforts faits par les autorités traditionnelles, les chefs traditionnels de l'AMIB, les efforts faits par des imams, par des pasteurs. Je sais qu'il peut témoigner, le père peut témoigner les relations qu'il y a entre l'imam de Marois et le père Stephen. C'est des grands amis. Il y a des amitiés bien même. Il y a donc ces relations interpersonnelles entre les gens de différentes ethnies, de différentes religions. Vous savez, c'est des trucs très sensibles. Là, ça a évolué. Mais comme dans la vie, un adage dit, rien n'est dans la vie définitivement acquis. N'est-ce pas? Si on a connu une situation de paix, mais ça ne peut pas rester définitif parce qu'il y a
des actions à faire ou bien des actions à ne pas faire pour que la situation perdure. On est d'accord? C'est pourquoi, depuis l'avènement de Boko Haram, je ne voudrais pas revenir parce que le représentant du PNUD est revenu sur les conséquences que la tension, le conflit que Boko Haram a imposé au Cameroun, les conséquences que cela a posées, surtout sur les zones frontalières. Je représente le Dr Seri Boukar, vous savez, vous le connaissez, il a été kidnappé par Boko Haram avec sa femme, ses enfants, la famille du ministre Ali, des religieux. Vous connaissez la situation et jusqu'à présent, il y a des villages désertés, des gens abandonnés. Et dans le cadre de nos activités avec l'appui du PNUD, nous avons rencontré des personnes déplacées. C'est indescriptible. Parce que quand les gens d'un village entier quittent, abandonnent leurs champs, abandonnent leurs activités, ils sont dans des camps de fortune. Moi, quand je leur ai posé la question, mais vous ne rentrez pas, il dit, mais je suis mieux ici que là-bas. Même s'il y a la sécurité maintenant pour aller reprendre des activités, c'est tout un autre. Nos maisons sont dévastées. Donc il y a une situation vraiment que je ne voudrais peut-être pas parce qu'il a abordé là-dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on maintienne la situation de paix et qu'on évite ce qui est arrivé dans d'autres pays? Et là, l'appel vraiment va beaucoup plus vers le jeune. Parce que d'après les enquêtes que nous avons faites, presque les gens qui sont partis et qui ont répondu à l'appel de Boko Haram, c'est souvent dans le milieu de jeunes. Vous êtes et vous êtes formé la majorité de la population à l'heure actuelle. Et quand vous êtes la majorité de la population, il y a des facteurs que les gens qui cultivent, n'est-ce pas, la haine, qui peuvent cultiver, n'est-ce pas, des conflits, exploitent auprès des jeunes. Notamment le sous-emploi de jeunes, parce qu'il y a eu des enquêtes, beaucoup de gens qui sont partis rejoindre Boko Haram. Et les gens pensent que c'est pour la religion, mais beaucoup sont partis pour des problèmes économiques. Parce que quand Boko Haram occupait la partie nord-est du Nigeria, parfois ils venaient s'installer dans un village non loin du village des Camerounais. Ils descendent des gros haut-parleurs, ils font la propagande. Ils prennent des gens qui font des témoignages. Ils peuvent appeler leurs camarades, leurs frères de l'autre côté pour que nous sommes bien ici. Nous avons le razia, vous mangez le riz rouge là-bas. Ici, là, nous mangeons le riz. Nous mangeons toujours de la viande. C'est-à-dire ce qu'ils ramassent là. Et ça attire les enfants. D'autres disent que non, non, comme on ramasse les filles, les jeunes, une vie sexuelle active pour le moment. Non, non, ici, là, on nous donne, quand vous venez, on vous donne des filles. Voilà des choses avec lesquelles ils ont attiré les jeunes. Ou bien vous allez avoir des motos parce que vous allez bien manger. Vous savez que l'extrême nord avait la propriété, avait les sécurités, et c'est facile maintenant d'enrôler les jeunes. Je ne voudrais peut-être pas très m'étaler là-dessus parce que dans le cadre de nos activités, appui l'appui du gouvernement japonais, on a sillonné beaucoup de villages, que ce soit dans l'arrondissement de Kolofata, de Mora, à Mémé, que vous connaissez très bien, à Kousseri et à Logon Birni. Nous avons, non seulement que nous sommes natifs de là-bas, on est là-bas, on connaît quels sont les facteurs qui ont amené les jeunes à aller dans Boko Haram. Et vous devez faire donc attention à cela. Alors les actions menées avec l'avènement